Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Morts commandent. Auteur par Vicente Blasco Ibáñez. Première partie. Chapitre 1. Gem Febrer se leva à 9 heures du matin. Mado Antoniara, qui l'avait vu naître, servante pleine de respect pour son illustre famille, se contentait d'aller et de venir depuis 1 heure dans la chambre pour tâcher de l'éveiller. Jugeant insuffisante la lumière qui pénétrait par l'imposte d'une large fenêtre, elle ouvrit les vantaux de bois vermoulu où les vitres manquaient. Puis elle tira les rideaux de damas rouge galonnés d'or qui, en forme de tente, enveloppaient le vaste lit antique et majestueux où avaient vu le jour, s'étaient reproduites et éteintes plusieurs générations de Febrer. Mado en dialecte majorquin est une abréviation de Madonna et s'emploie parmi les gens du peuple, comme en français le mot mère. La veille, en rentrant du cercle, Gem avait instamment recommandé à Mado Antonia de le réveiller de bonne heure, car il était invité à déjeuner à Valdemosa. Allons, debout. C'était une splendide matinée de printemps. Dans le jardin, les oiseaux pépiaient en chœur sur les branches fleuries balancées par brise qui venaient de la mer voisine par-dessus le mur. La domestique, voyant que monsieur s'était enfin décidé à quitter le lit, se dirigea vers la cuisine. Gem Febrer se mit à circuler dans la pièce, devant la fenêtre ouverte, que partageait en 2 parties une mince colonnette. Il s'était endormi tard, inquiet et nerveux, en songeant à l'importance de la démarche qu'il allait entreprendre le lendemain matin. Pour secouer la torpeur que laisse un sommeil trop court, il rechercha avidement la réconfortante caresse de l'eau froide. En se lavant dans sa pauvre petite cuvette d'étudiant, Febrer jeta sur elle un regard plein de tristesse. Quelle misère! Il manquait des commodités les plus rudimentaires dans cette demeure seigneuriale. La pauvreté se manifestait à chaque pas dans ses salons, dont l'aspect rappelait à Gem les splendides décors qu'il avait vus dans certains théâtres au cours de ses voyages à travers l'Europe. Comme s'il était un étranger, entrant pour la première fois dans sa chambre à coucher, Febrer admira cette pièce monumentale au plafond élevé. Ses puissants aïeux avaient construit pour des géants. Chacune des salles était aussi vaste qu'une maison moderne. Toutes les baies de l'édifice manquaient de vitres, et l'on était contraint cet hiver de tenir tous les vantaux fermés, ce qui ne permettait à la lumière de pénétrer que par les impostes, dont les carreaux fendus étaient obscurcis par le temps. L'absence de tapis laissait à découvert le carrelage en pierre siliceuse et tendre de Majorque, découpé en fins rectangles comme des lames de parquet. Les plafonds laissaient encore apercevoir l'antique splendeur des caissons, les uns de bois sombre ingénieusement assemblés, les autres de vieil or mat où se détachaient les armoiries de la famille. Les murs, très hauts, simplement blanchis à la chaux, disparaissaient dans certaines pièces, sous des fils de tableaux anciens, ou sous les plis de somptueuses tentures aux vives couleurs, que le temps ne pouvait effacer. La chambre à coucher de Gem était ornée de 8 grandes tapisseries, représentant des jardins, de longues allées bordées d'arbres au feuillage automnal, aboutissant à des ronds-points où gambadaient des biches, où l'eau tombait goutte à goutte dans de triples vasques. Au-dessus des portes étaient accrochés de vieux tableaux italiens d'une mièvrerie fade, où des enfants aux chairs ambrées jouaient avec des agneaux. L'arcade qui séparait l'alcôve de la chambre avait grand air, avec ses colonnes cannelées, soutenant un plein cintre de feuillage sculpté, d'un or pâle et discret, comme les ornements d'un autel. Sur une table du XVIIIe siècle, on voyait une statuette polychrome de Saint-Georges à cheval, piétinant les morts. Plus loin, le lit, vénérable monument de famille. Quelques fauteuils anciens aux bras incurvés, dont le velours rouge éraillé et pelé, laissait voir la blancheur de la trame, voisinaient avec des chaises de paille et un lavabo de pauvre. Ah, la misère, pensa Derechef l'héritier des Febrer, possesseur du majorat. La demeure ancestrale, avec ses belles fenêtres sans vitres, ses salons tendus de hautes lisses et dépourvus de tapis, ses précieuses antiquités mêlées aux meubles les plus misérables, lui faisait l'effet d'un prince ruiné, se parant encore d'un manteau somptueux et d'une couronne glorieuse, mais n'ayant plus ni linge ni chaussures. Lui-même n'était-il pas semblable à ce palais, enveloppe imposante et vide,
sous laquelle brillait jadis la gloire et la richesse de ses aïeux. Les fébraires, marchands ou soldats, avaient tous été navigateurs. Leurs armes avaient ondulé sous la brise, brodées sur les flammes ou les pavillons de plus de 50 voiliers, les plus rapides de la marine majorquine, qui allaient vendre l'huile des Baléares à Alexandrie, embarquaient des épices, des soies et des parfums d'Orient aux échelles du Levant, trafiquaient avec Venise, Pise et Gênes, ou franchissant les colonnes d'Hercule, enfonçaient dans les brumeuses mers du Nord, pour porter dans les Flandres et les républiques hanséatiques, les faïences des morisques valenciens, nommées maïoliques par les étrangers, parce qu'elles provenaient de Majorque. Ces perpétuelles randonnées à travers des mers infestées de pirates avaient fait de cette famille de riches marchands une tribu de vaillants soldats. Les fébraires avaient parfois livré bataille aux corsaires turcs, grecs et algériens, ou contractant avec eux des alliances, avaient escorté leur flotte jusque dans les mers du Nord pour affronter les pirates anglais. Une fois même, ils avaient attaqué, à l'entrée du Bosphore, les galères génoises qui monopolisaient le commerce de Byzance. Plus tard, cette dynastie de marins batailleurs, renonçant à la navigation commerciale, avait donné son sang pour défendre des royaumes chrétiens et fait entrer quelques-uns de ses fils dans la sainte milice des chevaliers de Malte. Du jour où ils recevaient l'eau du baptême, les cadets portaient, cousus à leur lange, la croix blanche à 8 pointes qui symbolise les 8 béatitudes. Quand ils avaient l'âge d'homme, ils commandaient les galères de cet ordre belliqueux et finissaient leurs jours dans de riches commanderies, où ils contaient leurs prouesses à leurs petits-neveux et faisaient soigner leurs infirmités et pansaient leurs blessures par des esclaves musulmanes avec lesquels ils vivaient, en dépit de leurs vœux de chasteté. Des monarques fameux, passant par Majorque, avaient quitté l'Alcazar d'Almudaina pour visiter les fébraires dans leur palais. Quelques-uns avaient été amiraux des flottes royales, d'autres gouverneurs de possessions lointaines, certains d'entre eux dormaient leur éternel sommeil sous les dalles de la cathédrale de la Valette, près d'autres majorquins illustres, et Gemme avait pu contempler leur tombe quand il avait visité Malte. La bourse de Palma, élégant édifice gothique proche de la mer, avait été durant plusieurs siècles un fief de ses aïeux. Toutes les marchandises déchargées sur le môle voisin étaient pour les fébraires, et dans l'immense salle hypostyle de la bourse, près des colonnes torses qui se perdaient dans la pénombre des voûtes, les ancêtres de Gemme recevaient avec un faste royal, les navigateurs d'Orient, vêtus de l'amples culottes plissées, les patrons génois et provençaux aux petits manteaux surmontés d'un capuce, et les vaillants capitaines de l'île, portant le rouge bonnet catalan. Les marchands vénitiens envoyaient des meubles d'ébène, ornés de menues incrustations d'ivoire et de lapis-lazuli, ou dans leurs cadres de cristal, de grandes glaces aux reflets azurés. Les navigateurs qui revenaient d'Afrique apportaient des poignées de plumes d'autruche, des défenses d'éléphants, et ces trésors, avec beaucoup d'autres, allaient enrichir les salles du palais, parfumées de mystérieuses essences, présents des correspondants asiatiques. Durant des siècles, les fébraires avaient été les intermédiaires entre l'Orient et l'Occident, et avaient fait de Majorque un dépôt de produits exotiques, que leurs vaisseaux allaient ensuite porter çà et là en Espagne, en France, en Hollande. Les richesses affluaient chez eux avec une abondance fabuleuse. Il leur arriva même de prêter à des rois. Et pourtant, Gemme, le dernier de leur race la nuit précédente, après avoir perdu au cercle les 100 dernières pesetas qu'il possédait, n'en avait pas moins été forcé, pour aller le lendemain à Valdemosa, d'emprunter de l'argent à Tony Clapès, le contrebandier. Un homme grossier, mais d'une vive intelligence, au demeurant, le plus fidèle et le plus désintéressé de ses amis. En se peignant, Gemme se regarda dans une glace ancienne, rayée et trouble. À 36 ans, il était assez bien conservé. Il était laid, mais d'une laideur superbe, suivant le mot d'une femme qui avait exercé sur sa vie une certaine influence. Ce genre de laideur lui avait même valu quelques succès. Miss Mary Gordon, une blonde anglaise, sentimentale, fille du gouverneur d'un archipel océanien, avait rencontré Gemme dans un hôtel de Munich. Frappée par sa ressemblance avec Wagner, dont il était le vivant portrait, assurait-elle, Miss Mary avait fait elle-même les premiers pas. Charmée de ce souvenir, Fébraire souriait en contemplant dans la glace son front bombé, dont le poids semblait écraser ses yeux impérieux et moqueurs, ombragés d'épais sourcils.
Son nez, aquilin et mince, était celui de tous les fébraires, ces oiseaux de proie des solitudes marines. Sa bouche se crispait, dédaigneuse sous une fine moustache. Son menton saillant était couvert d'une barbe clairsemée et soyeuse. Délicieuse Miss Mary. Leur joyeuse pérégrination à travers l'Europe avait duré près d'1 an. Jem se les rappelait encore avec une émotion voilée de regret, mais c'était un passé déjà lointain. À quoi bon le faire revivre dans son imagination d'homme blasé et las? Ah, les femmes, s'écria-t-il dédaigneusement, en redressant son corps robuste, au dos un peu voûté, tant sa taille était haute. Les femmes, depuis bien longtemps, elles avaient cessé de l'intéresser. Et puis, il se sentait vieillir, en dépit des apparences. Quelques fils d'argent dans sa barbe, et des rides légères au coin des yeux, révélaient la fatigue d'une vie menée à toute vapeur, suivant sa propre expression. Cependant, tel qu'il était, il plaisait encore, et c'était l'amour qui allait le sauver. Sa toilette terminée, Jem quitta sa chambre à coucher et traversa un vaste salon, vivement éclairé par le rayon du soleil qui pénétrait par l'imposte des fenêtres aux volets clos. Le plancher restait encore dans la pénombre, tandis que les murs, couverts d'immenses tapisseries, brillaient comme des jardins aux vives couleurs, où se déroulaient des scènes mythologiques et bibliques. Fébraire, en passant devant ces richesses héritées des ancêtres, leur jeta un ironique regard. Aujourd'hui, plus rien de tout cela ne lui appartenait. Il y avait déjà plus d'1 an que toutes les tapisseries étaient devenues la propriété de certains usuriers de Palma, qui toutefois avaient consenti à les laisser pour quelque temps encore, accrochées à leur place. Elles y attendaient la venue de quelques riches amateurs, qui les paieraient plus largement en croyant les acheter à leurs propriétaires. Jem n'en était plus que le dépositaire, menacé de la prison, s'il s'en montrait infidèle gardien. En arrivant au milieu du salon, il se détourna quelque peu par habitude, mais il se mit à rire, en voyant que rien ne lui barrait le chemin. 1 mois auparavant, il y avait encore là une table italienne, faite de divers marbres précieux, rapportés d'une de ses expéditions de corsaires par le fameux commandeur Don Priamo Fébraire. Poursuivant son chemin, il ne rencontra que le vide, là où il voyait d'ordinaire un énorme brasero d'argent repoussé. Hélas, il l'avait vendu au poids du métal. L'absence de cet objet précieux le fit souvenir d'une chaîne d'or, présent de Charles Quint à l'un de ses ancêtres, chaîne qu'il avait également vendue à Madrid quelques années auparavant, au poids du métal, avec un supplément de 2 onces d'or, pour la beauté du travail. Jem avait appris que cette chaîne avait été revendue 100 000 francs à Paris. En se livrant à ces pénibles pensées, il se dirigea vers la vaste cuisine où se préparaient jadis les banquets célèbres, donnés par les Fébraires aux parasites dont ils étaient entourés. Mado Antonia paraissait plus petite encore, dans cette immense pièce au plafond élevé. Elle était assise auprès de la grande cheminée, dont l'âtre pouvait contenir des troncs d'arbres. La glaciale propreté de cette pièce prouvait qu'elle n'était plus utilisée. Au mur, de nombreux crochets vides dénonçaient l'absence des brillants ustensiles de cuivre qui avaient orné cette cuisine, digne d'un couvent. Maintenant, la vieille servante préparait ses ragoûts sur un tout petit fourneau, placé à côté du pétrin. D'une voix forte, Jem appela Mado Antonia et pénétra dans la petite salle à manger où les derniers des Fébraires prenaient leur repas. Mais là aussi, la misère avait laissé sa trace. La longue table était recouverte d'une toile cirée toute fendillée. Les dressoirs étaient presque vides, les anciennes faïences, à mesure qu'elles étaient cassées, avaient été remplacées par des assiettes et des pots de fabrication grossière. Au fond, 2 fenêtres ouvertes encadraient 2 rectangles de mer d'un bleu intense et mobile, palpitant sous les feux du soleil. Près de ces fenêtres, quelques palmiers balançaient mollement leurs éventails. À l'horizon se détachaient les ailes blanches d'une goélette se dirigeant vers Palma, avec la lenteur d'une mouette fatiguée. En entrant, Mado Antonia posa sur la table une grande tasse de café au lait, avec une tartine de pain beurré. Jem se mit à déjeuner de grand appétit, cependant il fit la grimace en goûtant son pain. « Il est bien dur, n'est-ce pas » dit la servante en majorquin. « Il ne vaut pas les petits pains que monsieur mange au cercle, mais ce n'est pas ma faute. Je voulais pétrir la pâte hier,
mais je n'avais plus de farine, et j'attendais le fermier de son fébraire qui devait apporter sa redevance. Ah, les gens sont bien ingrats et bien oublieux. Et la vieille servante exprima longuement son mépris pour le fermier de son fébraire, la dernière terre qui resta à Gemme. À cette évocation, celui-ci songeait que ce domaine ne lui appartenait plus, bien qu'il en fût officiellement le propriétaire. Cette terre, la plus fertile, la plus riche de son héritage, qui portait le nom de sa famille, il l'avait hypothéquée, et il allait la perdre d'un moment à l'autre. Le modique revenu qu'il en tirait, conformément aux usages du pays, lui servait uniquement à payer les intérêts des divers emprunts qu'il avait contractés, mais en partie seulement, et comme ses dettes ne faisaient que s'accroître, il ne lui restait plus que les redevances en nature. À Noël et à Pâques, il recevait une couple d'agneaux avec une douzaine de volailles. En automne, 2 porcs bien engraissés, des œufs et une certaine quantité de farine, sans compter les fruits de saison. De ces produits, Mado Antonia faisait 2 parts, l'une pour la consommer, l'autre pour la vendre. C'était ainsi que Gemme et sa servante vivaient dans la solitude du palais, à l'abri de la curiosité publique, comme 2 naufragés dans un îlot. Mais depuis quelque temps, les redevances se faisaient de plus en plus attendre. Le fermier, avec cet égoïsme de paysan, qui lui fait abandonner les malheureux, ne s'empressait guère de tenir ses engagements. Il savait que l'héritier du majorat n'était plus le véritable propriétaire de son fébraire, et maintes fois, en entrant dans la ville avec ses provisions, il se détournait pour les déposer chez les créanciers de Gemme, redoutables personnages qu'il tenait à ménager. Le dernier des fébraires regarda tristement sa servante, qui demeurait debout devant lui. C'était une paysanne qui avait toujours conservé le costume de son village, casaquin foncé, garni aux manches d'une double rangée de boutons, jupe claire à ramages, guimpe blanche sous laquelle pendait une grosse tresse postiche très noire, serrée à son extrémité par un long nœud de ruban de velours. « Quelle misère, Mado Antonia !» dit Gemme en parlant majorquin lui aussi. « Tout le monde fuit les pauvres, et un de ces jours, si ce coquin ne nous apporte pas ce qu'il nous doit, nous en serons réduits à nous manger, comme des naufragés. » La vieille sourit. Monsieur était toujours gai. À cet égard, il était bien le vivant portrait de son grand-père, Don Horatio, qui, malgré sa physionomie grave, disait des choses si drôles. « Il faut que cela finisse, poursuivit Gemme, et cela finira aujourd'hui même. Sache-le, avant que la nouvelle coure les rues, je me marie. » La servante joignit les mains pour exprimer son étonnement, puis, levant les yeux au plafond. « Sang du Christ, il était temps, il y a beau jour que monsieur aurait dû y penser. La maison serait dans un autre état. » Et sa curiosité de campagnarde s'éveillant, elle questionna. « Est-elle riche ?» Le signe d'assentiment de son maître ne la surprit point. Seule, une femme apportant en dot une grosse fortune, pouvait prétendre épouser un fébraire. « Elle est jeune, sans doute ?» affirma la vieille, pour obtenir de plus amples renseignements. « Oui, jeune, beaucoup plus jeune que moi, trop jeune. 22 ans environ. Je pourrais presque être son père. » Mado fit un geste de protestation. Don Gemme était le plus bel homme de l'île. Elle le proclamait bien haut, elle qui l'admirait, depuis que tout enfant, elle le menait par la main en promenade, au bois de pin voisin du château de Belvert. « Et elle est de bonne maison ?» demanda-t-elle encore, pour vaincre le laconisme de son maître. Gemme demeura quelques instants perplexe, il pâlit un peu, puis il dit d'un ton énergique et rude, destiné à cacher son trouble. « C'est une chouetta. » De nouveau, Antonia joignit ses mains en invoquant le sang du Christ, si vénéré à Palma, mais tout à coup, les rides de son visage brun se détendirent, et la réflexion venant, elle se mit à rire. Que monsieur était drôle. Comme son grand-père, il disait les choses les plus stupéfiantes, les plus incroyables, avec une gravité qui trompait les gens. Et elle, la pauvre sotte, elle avait pris cette farce au sérieux. « Mado, c'est bien vrai, je me marie avec une chouetta, la fille de Don Benito Valls, c'est pour cela que je vais aujourd'hui à Valdemosa. » La voix éteinte de Gemme, son accent timide dissipèrent tous les doutes de la servante. Elle resta bouche béante, les bras tombants, sans trouver la force de lever les mains et les yeux, une juive.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il lui était impossible de dire autre chose. Elle croyait avoir rêvé que le tonnerre avait ébranlé la vieille maison, qu'un gros nuage venait de cacher le soleil, que la mer se plombait et qu'elle allait lancer ses vagues houleuses contre la muraille. Puis elle vit que rien n'était changé et qu'elle avait été troublée par cette étonnante nouvelle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et saisissant la tasse vide et le reste du pain, elle se mit à courir pour se réfugier au plus vite dans la cuisine. Arrivée là, elle eut peur. Quelqu'un devait marcher là-haut, dans les salons vénérables, quelqu'un dont elle ne pouvait s'expliquer la nature, mais qui se réveillait après un sommeil séculaire. Ce vieux palais avait assurément une âme. D'habitude, elle entendait les meubles craquer, les tapisseries s'agiter et bruire, la harpe dorée de l'aïeul de Dongem vibrer, et elle n'en éprouvait nulle crainte, car elle savait que les Fébraire avaient toujours été d'honnêtes gens, simples et bons pour les humbles. Mais maintenant, après une pareille déclaration, elle songeait avec inquiétude au portrait qui ornait la salle de réception. Quelle expression devaient avoir les visages des ancêtres s'ils avaient entendu les paroles que venaient de prononcer leurs descendants? Mado Antonia finit par se rasséréner, en buvant le reste du café préparé pour son maître. Elle n'avait plus peur, mais elle ressentait une tristesse profonde, en songeant à la destinée de Dongem, comme si elle l'eût vu en danger de mort. Un peu de mépris vint dominer momentanément sa vieille tendresse. Quelle honte éprouverait la tante de Gem, qui était la dame la plus noble et la plus pieuse de l'île, celle que beaucoup nommaient la papesse, par ironie ou par respect. Au revoir, Mado. Je serai de retour à la tombée de la nuit. La vieille, se voyant seule, leva les bras vers le ciel pour invoquer le sang du Christ, la Vierge de Luche, patronne de l'île, et enfin le grand saint Vincent Ferré, qui avait fait tant de miracles lorsqu'il était venu prêcher à Majorque. Qu'il en fit un de plus, pour empêcher de se réaliser le monstrueux projet de Dongem. Qu'un énorme quartier de roches se détacha de la montagne, pour couper la route de Valdemosa. Que la voiture versa, et que l'on rapporta Dongem sur un brancard. Tout plutôt que cette honte. Fébraire, ayant traversé l'antichambre, commença de descendre les marches de l'escalier. Comme tous les nobles de l'île, ses pères avaient élevé des constructions grandioses. Le vestibule occupait un tiers du rez-de-chaussée. Une sorte de loggia à l'italienne, formée de 5 arcades, soutenue par de fines colonnettes, s'étendait en haut de l'escalier et donnait accès, par 2 portes, aux 2 ailes de l'édifice, plus élevées que le corps principal du logis. Au centre de la balustrade, en face de la porte cochère, se trouvait l'écusson en pierre des Fébraire, avec une lanterne en fer forgé. En descendant, Gem heurtait sa canne contre les marches de pierre, ou en frappait les hautes amphores vernissées qui ornaient les paliers, amphores qui, sous le choc, rendaient un son de cloche. La rampe de fer, oxydée par les ans, s'effritait en écailles rouillées et tremblait au bruit des pas, comme si elle allait se desceller. Arrivé à la cour d'honneur, Fébraire s'arrêta. En songeant à la grave résolution qu'il avait prise, il jeta un long regard sur ce vieux palais que, d'ordinaire, il considérait avec indifférence. La cour, vaste comme une place publique, pouvait recevoir plus de 12 carrosses et tout un escadron de cavaliers. 12 colonnes massives, en marbre veiné de l'île, soutenaient les arcades de pierre simplement taillées, sur lesquelles reposait un plafond aux poutres noircies par le temps. Le pavé était formé d'un cailloutage, verdi de mousse. Une fraîcheur de ruine régnait dans cette cour immense et déserte. Un chat la traversa, sortant des anciennes écuries par la chatière d'une porte vermoulue, et disparut bientôt par l'orifice des souterrains abandonnés, où l'on conservait autrefois les récoltes. La rue était solitaire. À son extrémité, bordée par le mur du jardin des Fébraire, on apercevait les remparts, percés d'une grande porte, armée au cintre d'une herse de bois, dont les dents semblaient être d'un poisson gigantesque. À travers cette ouverture, les eaux de la baie, vertes et lumineuses, tremblaient de reflets d'or. Gem fit quelques pas sur le pavé bleuâtre de la rue, dépourvu de trottoir, puis s'arrêta encore, pour contempler sa demeure. Ce n'était plus qu'un faible reste du passé. L'antique palais des Fébraire avait occupé un vaste espace,
mais avec le temps et la gêne de la famille, il avait peu à peu diminué d'étendue. Une partie de ce palais était devenue un couvent de religieuses, tandis que d'autres avaient été acquises par de riches Majorquins qui, en surchargeant l'édifice de balcons modernes, en avaient détruit l'unité primitive, visible encore dans la ligne des auvents et des toits. Quant aux Fébraire, ils avaient dû, pour accroître leurs revenus, se réfugier dans la partie du palais donnant sur les jardins et sur la mer, tandis qu'ils louaient les rez-de-chaussée à des boutiquiers et à de petits industriels. Tout à côté de la grande porte seigneuriale, une vitrine laissait voir des jeunes filles qui repassaient du linge. Elles saluèrent Don Gemme d'un sourire respectueux. Celui-ci demeurait immobile et continuait à contempler la demeure de ses ancêtres. Elle avait grand air, toute mutilée et vieille qu'elle était. La pierre du soubassement, effritée et creusée par le frôlement des piétons et le heurt des voitures, était coupée à ras du sol par de nombreux soupiraux grillés. À partir de l'entresol, loué à un droguiste, la majesté de la façade commençait à se déployer. Au niveau de l'arcade, dominant la porte cochère, 3 fenêtres, divisées par des colonnes géminées, montraient leurs encadrements de marbre noir, finement travaillés. Des chardons de pierre montaient le long des colonnes qui soutenaient les corniches, surmontées de 3 grands médaillons. Dans celui du centre était sculpté le buste de l'empereur, avec cette inscription « Dominus Carolus Imperator 1541 », rappelant le passage de Charles Quint à Majorque lors de la malheureuse expédition d'Alger. Ceux des côtés figuraient les armes de Fébraire, soutenues par des poissons à tête d'homme barbu. Au premier étage, ornant les montants et les corniches des larges fenêtres, des rinceaux, formés d'encre et de dauphins, rappelaient les gloires de cette lignée de navigateurs. À chaque extrémité s'ouvrait une énorme conque. Dans la partie la plus haute de la façade, s'alignait une file compacte de fenestrelles gothiques, les unes murées, d'autres ouvertes, pour donner de l'air et de la lumière aux mansardes, enfin couronnant le tout, l'auvent monumental, l'auvent grandiose, comme on n'en voit qu'à Majorque, projetait jusqu'au milieu de la rue son magnifique assemblage de chevrons sculptés, noircis par le temps et soutenus par de massives gargouilles. Gemme parut satisfait de son examen. Le palais de ses ancêtres était beau encore, malgré les fenêtres sans vitres, malgré la poussière et les toiles d'araignée amoncelées dans les brèches des murailles. Après son mariage, lorsque la fortune du vieux Val serait passée dans ses mains, tous s'émerveilleraient de voir la splendide résurrection des Fébraire. Et il y avait des gens qui se scandalisaient de sa résolution. Et lui-même avait des scrupules. Allons, courage. En avant. Il se dirigea vers le Born, large avenue au centre de Palma, autrefois lue d'un torrent qui partageait la cité en 2 villes ennemies, Canamunt et Canaval. Il y trouverait une voiture pour le conduire à Valdemosa. Au moment où il s'engageait dans l'avenue, son attention fut attirée par un groupe de promeneurs qui, à l'ombre d'arbres touffus, regardaient 3 campagnards en arrêt devant l'étalage d'une boutique. Fébraire reconnut leurs costumes, très différents de ceux des paysans majorquins. C'étaient des gens d'Ivissa. Le nom de cette île évoquait en lui le souvenir déjà lointain d'une année passée là-bas, pendant son adolescence. En apercevant ces gens dont la vue amusait les Majorquins, Gemme se mit à sourire et à considérer avec intérêt leur accoutrement et leur physionomie. Sans aucun doute, c'était un père avec son fils et sa fille. Le père était chaussé d'espadrilles blanches, sur lesquelles tombait un ample pantalon de panne bleue. Sa veste était retenue sur la poitrine par une agrafe et laissait voir la chemise et la ceinture. Une mante de couleur foncée était posée comme un châle sur ses épaules, et pour compléter ce costume à moitié féminin, qui contrastait avec la rudesse de son brun visage de Maure, il portait sous son chapeau un foulard noué au menton, dont les pointes retombaient sur le dos. Le fils, d'environ 14 ans, était vêtu de la même façon. Il avait un pantalon également large d'en haut et rétréci à la jambe, mais il ne portait ni mante ni foulard. Un ruban rose noué au cou flottait sur sa poitrine en guise de cravate. Il avait un petit bouquet d'herbes posé sur l'oreille, et son chapeau, orné d'un galon à fleurs, était rejeté en arrière, laissant en liberté un flot de cheveux frisés qui tombaient sur son front.
Son visage malicieux, maigre et brun, était animé par l'éclat de 2 yeux africains, d'un noir intense. Mais c'était la jeune fille qui attirait le plus l'attention. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.